qui nous est proposé aujourd'hui, le cloud, l'interopérabilité, passage obligé vers la souveraineté numérique. J'ai la chance d'accueillir 4 participants avec moi. Donc si je commence par la gauche, Laurent Allard, développement stratégique VMware, membre de Gaia-X et ancien dirigeant d'OVH. Hubert Tardieu, membre indépendant du conseil d'administration Gaia-X et ex-président du conseil d'administration de Gaia-X, toujours. Alban Schmutz, VP stratégique développement public affaires d'OVH Cloud, président du CISP et ancien membre du conseil d'administration de Gaia-X. Et enfin, Vincent Coudrin, chargé de mission Cloud Computing à la direction interministérielle du DENUM. En termes de format, on va essayer de traiter, on va dire, la problématique autour d'une quarantaine de minutes et après de se garder une vingtaine de minutes pour essayer de répondre aux questions de la salle ou à distance si quelqu'un peut nous les partager. Peut-être, pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers vous, Hubert. Il est peut-être important de revenir sur le vocabulaire, parce que moi, j'allais dire, dans mes missions de conseil, j'ai plutôt tendance de traiter avec nos clients des problématiques de portabilité et de m'assurer que je n'ai pas de lock-in. Là, dans la question qui nous est posée, on nous parle plutôt d'interopérabilité. Peut-être, quelle différence? Merci, Étienne, de cette question. Interopérabilité et portabilité sont au cœur des difficultés qu'ont les entreprises françaises et européennes à adopter le cloud. Mais les deux concepts sont tout à fait différents. Commençons par le plus simple, la portabilité. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus anciens, vous vous rappelez que quand on construisait des applications mainframe pour IBM et qu'on voulait les porter sur Bull, il fallait quasiment les réécrire complètement. Donc la portabilité, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est les applications. Donc une application écrite pour un cloud, comment peut-elle être utilisée sur un autre cloud? C'est aussi la portabilité des données, comment des données qui ont été stockées sur un cloud peuvent être stockées sur un autre cloud, et c'est aussi les infrastructures, et je pense que Alban y reviendra plus tard. Donc ça, je dirais, c'est le minimum. Personne ne veut s'engager dans le cloud si on n'a pas la garantie d'un minimum de portabilité. Le fait est qu'aujourd'hui, en Europe, seuls 26% des entreprises utilisent le cloud. Ce qui veut dire que c'est une grande disparité entre le nord de l'Europe où la Suède, le Danemark sont déjà à plus de 50%, et les pays plus du sud, y compris la France et l'Allemagne. L'Allemagne est à 20% et la France à 21%. C'est principalement pour ces questions de portabilité. Maintenant, la vraie question est de savoir pourquoi, au fond, on veut mettre ces applications sur le cloud. La première explication, très simplement, est qu'on a des coûts fixes qui deviennent des coûts variables et qu'on fait des économies. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si on s'arrête sur cette première explication, ce premier avantage, on oublie ce qui, pour Gaia-X, est absolument essentiel, c'est cette idée que pour que, et on reviendra là-dessus, l'Europe devienne souveraine au point de vue industriel, il est indispensable d'organiser le partage des données à l'intérieur de la santé, à l'intérieur de l'énergie, à l'intérieur du manufacturing. Grosso modo, aujourd'hui, une série d'actions extrêmement fortes sont en cours. Je peux citer Catena X, qui regroupe les principaux constructeurs et sous-traitants allemands de l'automobile, qui veut créer un espace commun de données. On peut citer les initiatives prises par Philips en matière de santé. Et donc, tout ceci se traduit par le fait qu'à un moment donné, si on veut garantir la souveraineté en matière de santé, en matière d'automobile, il est indispensable qu'on puisse se partager des données. Et pour qu'on puisse se partager des données, on part du principe, si vous voulez, que si les données ne sont pas dans le cloud, mais enfouies dans un centre de calcul auquel personne ne peut accéder, on ne pourra pas faire de partage de données. Mais on part aussi d'un deuxième principe, c'est que chacun des grandes entreprises auxquelles on parle
a la responsabilité de choisir son fournisseur de cloud. Et si je vous donne un exemple très simple, Philips, qui monte donc actuellement l'espace de données commun sur la santé, est un grand utilisateur historique de AWS. S'ils veulent travailler avec Sanofi, s'ils veulent travailler avec des hôpitaux qui utilisent d'autres fournisseurs de cloud, l'interopérabilité veut dire qu'on est capable, indépendamment du choix des fournisseurs de cloud, de se partager les données de manière à constituer ces espaces communs de données. Donc l'interopérabilité, ça touche bien sûr les données, c'est un des éléments majeurs sur lequel on pourra revenir, c'est-à-dire cette idée d'espace commun de données dans lequel on ne requiert pas un modèle commun de données, dans lequel on ne requiert pas que les données soient physiquement les unes à côté des autres. Donc ça, c'est absolument indispensable. C'est aussi tout ce qui concerne l'interopérabilité au niveau des applications avec les fameuses API, Application Programming Interface, qui sont un des éléments tout à fait essentiels de l'interopérabilité. Donc je dirais en résumé, portabilité est le premier frein sur lequel personne n'ira dans le cloud si ce n'est pas convenablement réglé, mais si c'est pour s'arrêter à la portabilité sans penser à l'interopérabilité, on manque, de notre point de vue, l'un des avantages majeurs du cloud. Merci. Donc, on comprend du coup qu'on a un vrai sujet européen de souveraineté numérique. Peut-être, Alban, vous pouvez peut-être nous éclairer sur quels sont les textes européens ou quelles sont les initiatives en cours sur le sujet. Merci Étienne. Si en fait vous comprenez la différence entre portabilité et interopérabilité, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a un besoin technique de mise en œuvre. Et la complexité vient de là. Néanmoins, il y a aussi un cadre réglementaire qui peut s'appliquer. Quand on parle de portabilité, aujourd'hui, le règlement général sur la protection des données, par exemple, prévoit la portabilité des données personnelles. Donc le concept du fait qu'on puisse récupérer ces données pour les emmener chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est déjà prévu par la régulation. Sur les données personnelles, je reviendrai sur les données non personnelles. Par une régulation qui est entrée en vigueur en 2018, et pourtant aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais la récupération de ces données personnelles et la portabilité de ces données personnelles, c'est pas quelque chose qui est extrêmement en place. C'est pas quelque chose d'évident. Et donc pourtant, c'est déjà prévu par la régulation. Donc ça montre bien d'ailleurs que le sujet, il est aussi technique, parce que si on a une régulation, donc la loi qui l'impose, mais qu'au final, les moyens techniques ne sont pas mis en œuvre, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Donc, sur la régulation des données personnelles, on a ce règlement-là. Mais il y a aussi un règlement qui est moins connu que le règlement général sur la protection des données, qui s'applique aux données non personnelles, qui porte sur la portabilité. Donc, c'est un règlement qui s'appelle sur la libre circulation des données non personnelles en Europe, en français, Free Flow of Non-Personal Data en anglais, qui, dans son article 6, spécifiquement parle de la portabilité des données non personnelles et énumère un certain nombre de choses qui doivent être atteintes par l'industrie sur ce sujet-là. Donc il y a déjà un cadre réglementaire qui s'applique et de la même manière que sur les données personnelles, il n'est pas nécessairement entre guillemets en production de manière simple, évidente pour l'ensemble du marché. Et ça, c'est sur la partie facile que Hubert mentionnait de portabilité. Sur le sujet de l'interopérabilité, qui est une question éminemment plus complexe, la question est comment on s'assure que finalement une solution technologique qui est potentiellement en situation de domination de marché, parce qu'on a des solutions technologiques dans certains verticaux où on a 80, 90, voire 95% de part de marché, comment on s'assure qu'on puisse interopérer avec cette solution technologique pour avoir le droit de jouer et ne pas être exclu du marché par le producteur de cette solution technologique ou l'éditeur de logiciel qui le met en œuvre. Donc il y a déjà dans la réglementation européenne des éléments là-dessus. Il y a quelque chose de très important qui va arriver dans le cadre du Digital Markets Act, qui est une grosse initiative de nouvelle législation européenne qui vise à créer des obligations ex ante pour les plus grands opérateurs du marché, ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers. Donc des gens qui sont des organisations qui sont en position de domination sur un marché spécifique pour qu'ils aient des obligations, notamment sur le sujet d'interopérabilité, d'être plus ouverts pour que l'ensemble des acteurs du marché, et donc notamment les plus petits qu'eux,
puissent s'interopérer et donc offrir des solutions avec, j'allais dire, des conditions de marché équitables auprès de l'ensemble des clients du marché. Donc ça va être une grosse évolution législative. C'est une priorité de la Commission européenne et c'est une priorité aussi de la présidence française de l'Union européenne qui va commencer au 1er janvier de l'année prochaine, de mener ce sujet à bout. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon après on va rentrer dans trop de détails, mais juste pour dire qu'il y a un sujet technique qui est très important, il y a un sujet réglementaire parce que si la réglementation ne l'oblige pas, les 30 dernières années nous montrent que ça, c'est pas forcément quelque chose qui se fait naturellement. Donc la législation a un rôle là-dessus. Et là où la boucle, entre guillemets, se boucle, c'est que ce qu'on essaie de faire aussi dans le cadre de Gaia-X, c'est de le rendre opérant. Donc il y a la régulation et il y a les mécanismes techniques, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre ensemble. Merci. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Hubert, vous avez parlé de souveraineté. Dans la question qui nous est posée, on nous parle plutôt de souveraineté numérique. Vous faites une différence ? Alors, toute l'ambiguïté vient du fait que le mot souveraineté numérique peut vouloir dire deux choses. La première, quelle est la souveraineté que l'on peut obtenir au plan industriel grâce au numérique, mais ça peut vouloir dire aussi quelle est la possibilité qu'on a d'avoir des solutions numériques sur lesquelles on est totalement souverain. Ces deux choses, et je pense que Vincent y reviendra tout à l'heure, sont complémentaires l'une de l'autre, mais sont probablement proposées comme antinomiques, au moins au départ. Peut-être certains d'entre vous se rappellent d'un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, où la France s'était mis en tête de devenir souveraine au plan numérique en construisant non pas un, mais deux fournisseurs de cloud, qui étaient Numergy et CloudWatt de sinistre mémoire. On y a englouti pas mal d'argent et bien entendu, ça n'a abouti à rien puisque, bien entendu, les investissements à faire sont considérables. Donc, si j'avais à résumer, pour nous, et là je parle en tant que Gaia-X, l'enjeu numéro un, c'est de faciliter la souveraineté industrielle en facilitant l'échange de données par grand domaine. Faciliter l'échange de données par grand domaine, ça peut vouloir dire deux choses, soit qu'on traite du problème de l'interopérabilité, soit, et ce n'est pas forcément une mauvaise solution, mais elle est limitée, on fasse comme Boost Aerospace, qui regroupe Thales, Safran, Airbus et Dassault Systems, et Dassault plutôt, où on a imposé que ce soit le même fournisseur de cloud qui soit utilisé par tout le monde. Donc ça, on pourrait dire, c'est une solution qui a l'avantage de la simplicité. Sauf que les enjeux du cloud sont tels que ça ne sera en principe pas possible dans la plupart des cas. Donc en résumé, ce qui nous paraît important et ce que le plan de relance tel qu'il est lancé actuellement essaye de faire, c'est d'augmenter significativement dans les entreprises la part du numérique. Ça veut dire, grosso modo, que passer de 26% des entreprises qui utilisent le cloud à probablement 50% dans les 4 ans est à portée de main, mais on ne le fait pas pour avoir une souveraineté numérique, on le fait pour avoir une souveraineté industrielle en donnant un certain nombre de règles du jeu dans l'utilisation des fournitures de cloud qui proviennent de différents cloud service providers, c'est-à-dire qu'on encadre, comme vient de le dire Alban, par des policy rules, l'usage qui est fait du cloud en matière de portabilité et de souveraineté. Et c'est cette ambiguïté, on en parlera si vous le souhaitez tout à l'heure, qui a été extrêmement notoire au début de Gaia-X et qui se traduisait par le fait, pourquoi avez-vous accepté, je m'excuse pour Laurent, VMware, Alibaba et AWS dans Gaia-X, parce que vous pervertissez les objectifs d'un cloud souverain? Notre réponse a été permanente et constante. Nous souhaitons d'abord que la pénétration du cloud double en 4 ans en Europe, en levant les freins qui empêchent que le cloud soit adopté dans le cadre d'une souveraineté industrielle.
Merci. Peut-être, Vincent, vous allez pouvoir nous éclairer sur la stratégie du gouvernement français. En mai dernier, il y a eu une annonce de la stratégie nationale pour le cloud, la doctrine d'usage du cloud. Je crois qu'elle a pas mal évolué ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, volontiers. Alors, la question de la souveraineté pour un État, elle est assez littérale. On va croire qu'elle a été inventée pour nous. Le souverain, c'est celui qui a une couronne, c'est celui qui n'a rien au-dessus. C'est pour ça qu'il a une couronne, qu'il est le plus grand de la pièce. Le principe, c'est qu'on ne peut pas vous couper le courant. Il ne peut pas y avoir une autre administration ou un autre système juridique qui puisse demander des comptes à celui qui héberge vos données indépendamment de votre contrôle. Il ne faut pas aussi que vous soyez enfermé dans une solution, il faut que vous puissiez en sortir. Et ça sert à, enfin, si vous faites tout ça, vous pouvez être souverain en achetant, je ne vais pas citer VMware, mais vous pouvez acheter des machines, vous les mettez sous votre bureau, vous êtes souverain de ce point de vue-là. Sauf que souverain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce sens-là. Et du coup, il faut pouvoir accéder aux technologies les plus récentes, il faut pouvoir se doter éventuellement d'outils de coercition. Et tout ça, là, ce sont des composantes de la souveraineté, indépendamment de l'autonomie d'action qui est souvent associée à la souveraineté. Donc, pour toutes ces raisons, on a constitué, ça a été dévoilé le 17 mai dernier, donc un concept de cloud de confiance qui va regrouper 3 critères qui sont ceux on parle moins de cloud souverain depuis les expériences qui ont traumatisé tout le monde de CloudWatt et Numergy, on parle de cloud de confiance. Mais le principe, c'est qu'on va avoir des mesures techniques, c'est le SecNum Cloud, c'est une qualification délivrée par l'ANSSI et sous le contrôle de l'ANSSI, donc qui va s'assurer qu'on a l'absence de fuite de données. On a l'immunité au droit extra-européen, on ne peut pas avoir un droit applicable différent de celui du propriétaire de la donnée. Et on a enfin l'utilisation, on se contraint à utiliser des standards ouverts, parce que sinon, vous êtes de facto obligé de rester là où vous êtes. Voilà, et c'est comme ça qu'on a défini donc ce critère de cloud de confiance qui fait autorité en matière d'utilisation de cloud pour les données sensibles de l'État. Alors, ça, et pour le mettre en perspective de la stratégie nationale, pour le cloud, il faut garder en tête nos enjeux. On a des enjeux qui sont de transformation, de modernisation pour l'État, de compétitivité pour les entreprises françaises. Je fais un peu le parallèle avec Gaia-X, finalement, qui est une façon de donner aux entreprises européennes la possibilité d'accéder dans les règles du marché européen donc aux technologies les plus récentes pour les lancer dans la course de l'IA. Donc on a ce même enjeu et on a cet enjeu de souveraineté et les deux sont en tension, c'est ce qu'Hubert disait à l'instant, c'est-à-dire que si vous limitez votre capacité de transformation par la souveraineté, quelque part vous vous condamnez à gagner les deux batailles. Donc pour nous, il était clair qu'il fallait en faire des enjeux distincts et rajouter un troisième pilier donc à la stratégie, je reviendrai sur la doctrine Cloud au centre dans un instant, qui est comment faire émerger une offre souveraine de qualité, c'est-à-dire à même de nous permettre d'exercer la souveraineté dans toutes les dimensions, y compris celle de la modernisation ou de la projection de nos capacités d'action. Voilà. Et donc on a construit cette doctrine avec ces 3 piliers. L'idée d'encadrer le recours au cloud en disant les solutions qu'on doit utiliser sont de confiance, donc avec ces 3 critères que j'ai énoncés. L'idée de soutenir la croissance d'un cloud européen, donc c'est un IPCEI, ce sont des mesures qui sont plus nationales, et c'est aussi un PEPR, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour rapprocher les innovations des laboratoires français des industriels européens, et également donc, des mesures du plan de relance qui sont plus spécifiquement liées au cloud. La doctrine de l'État, donc celle qui est apparue le 5, donc c'est la circulaire du PM du 5 juillet 2021, elle dit 2 choses finalement. Le premier volet, c'est Cloud First. Et c'est un cloud au centre, c'est-à-dire que le cloud, et cloud égale DevOps, égale mode produit, c'est la posture par défaut désormais pour la production des services numériques de l'État. Et ça, j'ai envie de penser que c'est révolutionnaire. La deuxième, dans cette même partie, la deuxième règle, c'est on a un problème de ressources humaines. On n'en fait pas mystère. Et la troisième, c'est il faut l'inscrire dans la gouvernance des activités du numérique des
administrations, autrement il ne se passera pas grand-chose. Et ça, c'est le cœur, c'est le pivot, celle qui va faire qu'on va aussi donc intégrer cette transformation au programme de l'action publique. La deuxième partie, c'est la façon dont on se contraint à utiliser le cloud de confiance pour les données de nos concitoyens, les données des entreprises. Les données de l'État en tant que telles ne sont pas sensibles, elles sont publiques, l'administration est transparente. Et après, vous avez toute la partie classifiée qui, elle, relève d'autres dispositions. Mais cet outil adresse à la fois donc, la transformation et à la fois dirige la commande publique vers un écosystème de confiance dans le but de l'irriguer pour le faire monter en valeur. Voilà à gros traits la stratégie de l'État. Merci. Peut-être une petite question complémentaire. In fine, est-ce que le besoin de souveraineté est le même partout ou comme peut-être tu le mentionnais tout à l'heure, il y a des typologies de données différentes? Alors, on a appliqué l'obligation donc d'utiliser un cloud de confiance, donc SecNum Cloud immune aux droits extra-européens et donc sur des standards ouverts, à l'ensemble des données sensibles, c'est-à-dire les données personnelles des citoyens, les données des entreprises qui relèvent du secret des affaires, du secret statistique, etc., les données de santé auxquelles se cumule ce critère. Et donc ça fait effectivement beaucoup de données. On l'a fait également par choix, comme outil en fait de direction de la commande publique. D'accord, merci. Du coup, on a dressé une bonne vision de la vision étatique. Peut-être Laurent, avec votre vision d'échange tous les jours avec les clients dans l'industrie, vous pouvez peut-être nous donner la vision côté industrie. Est-ce qu'elle elle partage cette vision étatique? Merci pour l'occasion qui m'est donnée de partager un petit peu cette situation qui, en introduction, je dirais, qui est quand même difficile à comprendre, même en étant dans le cœur du sujet. La lecture n'est pas facile. Alors, premier point de départ, en considérant le marché aujourd'hui en Europe, si on regarde le cloud, infrastructure, PaaS, IaaS, donc tous les éléments structurants pour vos applications et données, la part de marché des 3 hyperscalers américains, c'est à peu près 70%. Ça veut dire que quand vous allez dans le cloud en Europe, dans 70% des cas, vos données sont chez l'un des 3 grands fournisseurs américains. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de souveraineté, quand on parle de besoin d'aller plus loin et la prise de conscience qu'on sent actuellement qui prend de l'ampleur, part d'un point de départ qui est quand même l'Europe a un vrai challenge par rapport à la situation de ce qu'elle peut amener en ressources locales par rapport à ces grands hyperscalers américains. 70% de part de marché en Europe. Donc partant de là, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte. L'État, on vient d'en parler, a pris des positions fortes, mais dans les entreprises, la finance, la santé, beaucoup d'éléments sensibles que l'on voit dans les transformations digitales de tout secteur industriel confondu, amènent une préoccupation plus forte. Et donc ça mène à deux constats que je vais essayer de résumer. D'une part sur la demande et tout d'abord sur l'offre des solutions dans cette problématique de souveraineté. Si on commence par l'offre, eh bien, chaque semaine, vous voyez des annonces qui indiquent des solutions qui, extérieurement, utilisent des mots qui font croire que ça y est, on a une solution géniale qui répond à tous les besoins. Et la lecture, est-ce que cette solution est réellement conforme à mes attentes ou pas, n'est pas facile. Donc, il y a un vrai besoin de clarification pour le marché de ce qu'est vraiment l'exposition aux contraintes que l'on veut s'imposer en matière de souveraineté, de ce qui l'est moins, de ce qui ne l'est pas du tout. Donc juste pour illustrer la complexité, on vient de citer SecNum. SecNum, je connais pour l'avoir vécu de l'intérieur l'offre d'OVH, qui est un partenaire de VMware. Eh bien, elle est basée sur des composants qui, au niveau du chipset, sont des composants américains d'Intel ou d'autres fournisseurs. Et au niveau des couches logicielles, VMware offre le stack, délivre le stack sur lequel s'appuie cette offre, qui est Hosted Private Cloud. Donc, on voit que la complexité de dire c'est totalement conforme à SecNum, mais pour autant, donc pas exposé à Cloud Act, totalement conforme aux attentes, et pour autant, il y a des briques technologiques. Et c'est là où la différence entre souveraineté en termes de
capacité digitale à fournir tous les composants versus la souveraineté obtenue par le résultat demande à être bien claire, parce qu'on peut tout à fait obtenir aujourd'hui la réponse aux attentes métiers, aux attentes de contraintes de sécurité en assemblant des briques. Dans d'autres cas, on voit des annonces avec des assemblages. Alors je ne vais pas les citer, mais je pense que vous aurez très vite vu la semaine passée, plutôt même cette semaine en Allemagne, il y a quelque temps en France et en Italie, des grands acteurs américains qui font des assemblages de services et sur lesquels, pour beaucoup de décideurs, eh bien, on arrive à des confusions, mais finalement, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça apporte des choses, ça apporte, et c'est très bien qu'il y ait des réponses qui aillent dans ce sens. Est-ce que ça apporte la totalité des réponses et des niveaux d'exigence auxquels on peut prétendre ? Non, pas forcément. Donc il y a toute cette grille de lecture, et Gaia-X a dans ces chantiers un chantier important qui aidera pour compléter la lecture qu'il faut pouvoir faciliter. Donc ça, c'est au niveau de l'offre. Et rapidement, au niveau de la demande, ce que l'on sent au niveau de la demande, c'est que la demande n'est pas dogmatique, dans le sens aller sur un 100% national ou un 100% européen, ou rester sur un 100% hyperscaler. On voit une tendance très forte à une demande multicouleur et une reconnaissance des différentes sensibilités que l'on a des workloads pour dire celui-ci est peut-être moins critique et j'ai envie d'utiliser des fonctionnalités avancées autour de l'AI, autour d'un certain nombre de fonctions de passe. Dans d'autres cas, non, le niveau de criticité est très fort et je veux choisir un acteur local. Donc ce qu'on voit, c'est une prolifération de solutions qui renforcent le besoin d'interopérabilité. Merci. Donc, on l'a vu là, dans cette première partie, Gaia-X est aussi un acteur qui vise à peser, à faire évoluer le marché. Peut-être Hubert, vous pouvez peut-être nous expliquer la stratégie et comment Gaia-X souhaite peser, et peut-être des premières réussites au-delà de Gaia-X et l'évolution du marché que vous voyez aujourd'hui et peut-être demain, que vous attendez. Donc, on est dans un environnement, comme chacun l'a dit à cette table, qui est extrêmement mouvant, mais dont le succès est déterminant pour la position de l'Europe, je dirais, à la fin du plan de relance que nous sommes en train de vivre. Donc chacun comprend bien qu'il ne faut pas se tromper sur les choix que nous faisons. Donc Gaia-X, en un mot, c'est au départ le regroupement de 11 sociétés allemandes et de 11 sociétés françaises. Dans ces 22 sociétés, 11 étaient des fournisseurs, 7 étaient des utilisateurs et 4 étaient des associations ou des universités. Et Gaia-X a donc construit tout le schéma qui est aujourd'hui en place, qui consiste à dire qu'un ensemble cohérent de grands utilisateurs, de fournisseurs de cloud européens, mais aussi de fournisseurs de cloud américains ou chinois, pouvaient se retrouver pour définir ensemble ce que devaient être les policy rules, ce que devaient être les architectures de référence, ce que devaient être les différentes possibilités de standards. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Gaia-X regroupe donc 300 membres. Gaia-X, et c'est quelque chose auquel on avait beaucoup tenu pour ceux qui étaient parmi les fondateurs, dont Alban faisait partie, à ce que nous ayons des ressources suffisantes pour que Gaia-X puisse donner une direction sans être inféodé ni à un gouvernement, ni à certains de ses membres plus particuliers qui s'en serviraient comme lobby, si vous voulez. Et donc, on est arrivé à ça, avec la capacité de donner tous ces éléments qui permettent aux utilisateurs de s'engager dans une stratégie cloud en ayant levé ces difficultés concernant la portabilité et l'interopérabilité. Ce que je voudrais dire par rapport à Gaia-X, c'est son originalité et dont nous ne trouvons pas l'équivalent ni aux États-Unis ni en Chine, c'est que dans le X, la partie haute, c'est la création des espaces communs de données, comme Catena-X, comme l'espace commun de données sur la santé. Donc, on se met d'accord pour partager des données. Et la partie basse, c'est toute la partie
infrastructure, on se donne les moyens que ces données puissent être partagées techniquement. Et je dirais que la caractéristique par rapport à ça, c'est que ce rapprochement de la partie haute du X et de la partie basse du X, nous voyons cette chose-là se développer très différemment aux États-Unis, où de fait, je devine que Microsoft, Google et Amazon sont en train d'essayer d'organiser, d'orchestrer la création de data space dans la santé et dans d'autres domaines, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons pris la mesure des choses en Europe. Et la question qui nous est posée maintenant à nous, Gaia-X, c'est qu'alors que Catena-X veut avoir une première implémentation visible pour la fin de l'année 2021, peut-on suffisamment vite leur fournir les bonnes policy rules qui vont permettre à BMW, à Daimler et à Volkswagen de travailler avec tous leurs sous-traitants pour se partager les données? Peut-on leur fournir rapidement ces règles du jeu? Peut-on leur fournir les architectures de référence? Peut-on leur fournir les outils tels qu'ils en ont besoin pour mettre en place ces plateformes? Donc vous voyez que d'une certaine manière, nous sommes un peu pris par le temps, parce que si Gaia-X ne fournit pas ces éléments-là, Gaia-X sera en quelque sorte contourné, chacun réinventant de son côté les choses. Je terminerai simplement en disant que ce n'était pas du tout prévu au départ, mais nous avons été partie prenante de cette énorme dépense qui va se faire dans le plan de relance. Plan de relance, 750 milliards d'euros. 20% de ces 750 milliards d'euros doit être consacré au numérique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et c'est absolument inattendu, le ministre du numérique en Italie m'a appelé en me disant: comment pensez-vous qu'il faille qu'on dépense nos 20%, c'est-à-dire 60 milliards d'euros, si vous voulez, enfin 60 milliards d'euros c'est le total, mais 12 milliards d'euros, même chose pour le Portugal, et nous avons aujourd'hui cet énorme enjeu que cette dépense sur le numérique doit se faire dans les 3 ou 4 ans qui viennent et doit se faire dans la bonne direction. On n'aura pas une deuxième chance. Hubert, vous nous parlez de Policy Rules, mais on entend aussi parler de Cloud Rulebooks. Pardon. Hubert, vous nous avez parlé de Policy Rules, on entend aussi parler de Cloud Rulebooks. Alban, peut-être, je spécifie, tout le monde déjà initié et maîtrise bien ces deux notions. Et quelle différence entre ces deux notions? Juste peut-être avant de répondre à la question, juste pour compléter ce que vient de dire Hubert, c'est la Commission européenne a aussi demandé aux acteurs industriels de lui proposer un plan d'investissement, ce qui a été fait il y a quelques mois maintenant, et c'est pour ça que les acteurs de l'industrie européenne ont proposé une roadmap d'investissement public-privé qui porte sur 19 milliards d'euros d'ici 2025. Donc juste pour compléter sur comment il faut dépenser les choses, il y a déjà des propositions sur la table et c'est des documents qui sont publics, donc je vous invite à les regarder si c'est des sujets qui vous intéressent. Après, pour répondre à la question alors là on a parlé de Policy Rules, de EU Cloud Rulebook. Alors je ne suis pas bien sûr que l'auditoire sache exactement de quoi on parle. Le sujet, c'est quel sujet on essaie d'adresser ici? La question est comment on transcrit opérationnellement ce qu'on estime être des valeurs européennes. On parle alors là on parle de portabilité, d'interopérabilité, on parle de sécurité, on parle de protection des données, on parle de neutralité climatique. Donc la question c'est ces valeurs européennes qui nous caractérisent, j'allais dire spontanément, mais qui nous caractérisent aussi dans la régulation. La question c'est comment on les rend opérantes, comment on les rend opérationnelles. Il y a deux manières de faire les choses. Il y a une manière qui est de dire les acteurs du marché, mais pas forcément que du marché, donc les opérateurs de terrain se réunissent, se mettent d'accord pour développer des règles qui s'appliquent à eux, et on parle souvent d'autorégulation. Donc c'est des choses qui se font sur la base du volontariat et qui se développent là-dessus. Il y a une autre manière de faire les choses qui est de dire on attend de la régulation et on impose des choses aux acteurs.
Et là, on vient la différence entre ce que fait Gaia-X dans le cadre de ces policy rules, où en fait les policy rules de Gaia-X, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces valeurs européennes. Dans le cadre de Gaia-X, voilà quels sont les éléments qu'il faut appliquer. Typiquement, par exemple, comment on démontre qu'on respecte la protection des données en Europe. Alors on va dire qu'on est forcément assujetti au règlement général sur la protection des données. Oui, mais par exemple, on n'est pas obligé d'être un acteur européen pour être membre de Gaia-X. Donc la question, c'est qu'il faut les rendre opérationnels parce qu'on n'est pas forcément soumis au règlement général sur la protection des données de la même manière. Et donc là, on va venir s'appuyer sur des outils qui existent déjà par ailleurs, qui ont déjà été développés sur le marché. J'ai la chance d'être président d'une association professionnelle qui s'appelle CISP pour Cloud Infrastructure Services Provider in Europe, dans lequel on a développé un code de conduite sur la protection des données qui a été labellisé par les autorités européennes dans le cadre du règlement général sur la protection des données sur ce sujet-là. Et qui dit, voilà, donc ça veut dire que dans Gaia-X, pour démontrer qu'on correspond bien, qu'on répond bien à ces attentes, on peut s'appuyer sur le fait d'avoir ce label qui est donné par un certificateur tiers indépendant qui va pouvoir l'attester. Donc il y a cette démarche-là. Mais il y a d'autres éléments qui sont peut-être plus ou moins qu'on peut débattre. Alors il y a le sujet de la sécurité. De la même manière, et là le parti qu'a pris par exemple Gaia-X, c'est de dire on va s'appuyer sur le schéma européen de certification sur le cloud qui, lorsqu'il sera opérationnel, et en attendant on va pouvoir s'appuyer sur des certifications ou des qualifications qui existent par ailleurs. On parlait de Secnum Cloud tout à l'heure, on pourrait parler de C5 en Allemagne. Donc de le faire avec des outils de marché qui existent déjà, mais sur lesquels finalement l'ensemble des acteurs du marché se mettent d'accord en disant ça fonctionne. De l'autre côté, sur ce qui est le EU Cloud Rulebook, c'est un projet de la Commission européenne de dire finalement on va mettre en un seul endroit un rulebook qui va être finalement la concaténation de toutes les législations applicables au cloud et avec ce que la Commission va reconnaître comme étant des moyens appropriés de démontrer ces choses-là. Alors ces éléments-là peuvent reprendre des choses qui ont été développées par le marché potentiellement, mais pas que. Donc la différence se fait à ce niveau-là. Le lien avec le sujet qui nous importe aujourd'hui, qui est le sujet de la souveraineté, il est absolument essentiel ici, parce que la question c'est comment on rend opérant une décision de management ou une décision stratégique d'un industriel par exemple, ou d'un utilisateur de l'État. Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse emmener mes données d'un provider A à un provider B simplement. Si je ne peux pas le mettre en œuvre, ça veut dire que je suis enfermé et donc il faut être capable de résoudre ça. Donc la manière, donc le sujet est multifacette, la régulation est un sujet, la capacité technique en est un autre, et puis il y a quelque chose qui est au milieu, qui est ces fameuses questions de compliance. Et par exemple, on pourrait rajouter le sujet des licences logicielles, qui sont aussi des vecteurs d'enfermement client. Il y a des contraintes techniques, mais il y a aussi des contraintes de licence logicielle. Et par exemple, CISP a lancé avec le SIGREF une charte de 10 principes pour l'octroi équitable de licences dans le cloud, justement pour permettre qu'il n'y ait pas de lock-in du côté des licences qui soient utilisées par certains opérateurs historiques de logiciels qui vont dans le cloud pour empêcher leurs clients d'utiliser d'autres fournisseurs de cloud. Donc ce sujet, il est multifacette. Et ce que Gaia-X essaye de faire, c'est de traiter le sujet ex ante en s'appuyant sur des choses qui sont déjà faites par ailleurs sur le marché. Et c'est ce que développe CISP par exemple. Et de l'autre côté, la Commission va essayer j'allais dire, a posteriori, d'essayer de reconnaître les bonnes pratiques du marché. Merci. Hubert nous disait tout à l'heure qu'il y a une part de 20% de clients, enfin un peu plus que 20% en France qui sont dans le cloud. Après, chez les clients qui sont déjà dans le cloud, on entend souvent parler de stratégie multi-cloud. Il y a même des chiffres qui sont partagés autour de dire qu'un client qui a fait le pas dans le cloud a presque en moyenne 11 fournisseurs cloud différents. In fine, Laurent, on est déjà dans l'interopérabilité alors ? Alors, à la fois, le chiffre est exact. 11, c'est la moyenne actuelle que l'on peut trouver en Europe en matière de nombre de fournisseurs de services cloud au sens large, tout service cloud confondu, mais 11, c'est la moyenne. C'était 8 il y a 2 ans, donc on voit une progression forte. Pour autant, la mise en œuvre de l'interopérabilité est relativement limitée aujourd'hui. Si on regarde, en partant du niveau 0, la cohabitation des solutions, je dirais que
on a une architecture en silo encore pour beaucoup de ces solutions dans les 11, dans lesquelles eh bien, il n'y a pas d'échange d'aucune manière entre ce que l'on peut obtenir comme service de ce fournisseur vis-à-vis du reste de l'entreprise, ce qui est dommage pour tirer profit de la connaissance des clients, des transactions, des activités qui peuvent être liées à ce service. Mais bon, il y a encore de manière forte sur le marché une architecture en silo dans laquelle les plateformes n'interagissent pas les unes avec les autres. Ensuite, on voit apparaître chez beaucoup de grands comptes, de clients, entreprises, secteur public, une intégration à minima pour assurer la cohérence de la dimension opérationnelle de ces clouds multiples. Donc c'est un premier niveau d'interopérabilité, mais qui permet de s'assurer qu'un utilisateur ne va pas avoir 4 identifiants différents, que les droits qu'il a d'un côté seront cohérents en fonction de son métier dans une autre plateforme, et que s'il change, eh bien, on pourra répercuter les conséquences sur les autres plateformes. Donc il y a un premier niveau d'interopérabilité que l'on peut permettre grâce à un certain nombre d'outils sur le fait de simplifier l'aspect opérationnel. Le troisième niveau qui est à la portée des entreprises, mais pour lequel on constate une mise en œuvre encore timide, c'est le fait de réellement partager toutes ces données dans l'entreprise en évitant les doublons, en évitant la redondance de description des clients, des bases de données produits et autres. Et donc là, on commence à toucher à la dimension métier. Et les outils existent pour le développer, mais sont moyennement mis en œuvre. Et quand elles le sont, c'est dans un schéma en étoile dans lequel le système existant, et dans beaucoup de cas c'est un mainframe, ou le cloud existant qui était privé dans le data center du client, se met en interaction, ce qu'on va appeler hybride, avec chacun des partenaires cloud nouveaux, mais dans un schéma en étoile. Bon, donc ça, c'est une dimension à l'entreprise. Le niveau le plus avancé, qui est extrêmement réduit, c'est une ouverture d'interopérabilité avec l'écosystème dans lequel se trouve l'entreprise ou le secteur public. Et donc là, on dépasse la frontière de l'entreprise. Et donc là, se posent beaucoup de questions de sécurité, d'accessibilité, etc., mais aussi des questions de compréhension du contenu. Parce qu'il n'y a pas un schéma unique pour définir ce qu'est un client, ce qu'est une automobile. On parlait de Catena X. Entre BMW, Volkswagen et des autres acteurs, il faut s'entendre sur la définition des pièces détachées, de la façon dont on va décrire de manière digitale l'objet automobile, la chaîne, la supply chain pour les pièces détachées, etc. Donc là, GAIA-X fait énormément avancer ces problématiques en définissant par secteur des définitions communes, une ontologie, pour qu'on puisse faciliter ces échanges, mais on est vraiment en prémisse de ces niveaux-là. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu les différentes étapes. Les outils sont là jusqu'au niveau de ce que l'on peut faire au niveau de l'entreprise, et GAIA-X va aller encore plus loin dans la dimension inter-entreprise, dans les écosystèmes. Merci Vincent pour cette vision. Merci Laurent pour cette vision. Vincent, vous nous avez partagé tout à l'heure la stratégie cloud de l'État. Peut-être votre vision en tant qu'acteur étatique du marché et de la problématique vis-à-vis de l'État, et peut-être une vision plus globale vis-à-vis d'autres partenaires européens. Allons-y franchement. Non, mais la question du multi-cloud, vous allez la retrouver partout, dans tous les papiers qui sont faits par nos homologues dans les DSI des États. Les Italiens, cette semaine, viennent de publier leur stratégie. Ça me parle beaucoup de multi-cloud. La Commission européenne avait fait de même. Pour nous, le multi-cloud, alors on n'en fait pas mention parce que c'est une doctrine. Donc une doctrine, on rentre moins dans ces sujets-là. On le fait par ailleurs. Le multi-cloud, pour nous, c'est un petit peu ce que disait Laurent, c'est une condition de soutenabilité. Si vous avez un SI qui est très composite, qui s'appuie sur du legacy, dans des mainframes, si vous avez du cloud interne, parce qu'on est contraint de l'avoir pour tout un tas de données qu'on ne souhaite pas mettre ailleurs, si vous avez du cloud public avec des niveaux de sensibilité différents, rendre soutenable l'ensemble, ça passe par des composants autour de la gestion de la configuration, des accès, de la sécurité, etc. Et là, on est au cœur du multi-cloud, et de ce que je comprends, on est aussi au cœur de GAIA-X, qui va justement rendre
fournir des outils techniques pour administrer ceci dans le fonctionnement. Donc tous les États ont une réflexion sur le multi-cloud, sachant que multi-cloud, c'est la différence des projets de réglementation européens que personne ne connaît, c'est que tout le monde a une opinion et personne n'a la même. Donc, ce qui est d'ailleurs aussi le cas de la souveraineté, et ça c'est un peu mon deuxième point, c'est que la souveraineté, il n'y a pas une définition officielle, il y a encore moins une définition européenne. On a vu que pour le cas de la France, on avait introduit des critères comme Secnum Cloud qui, peut-être à l'opposé de certains de nos collègues européens, en fait, se reposent sur le droit. Finalement, on dit que si on encadre par le droit les transferts, ça nous suffit. Nous, on a ajouté avec Secnum Cloud finalement des contraintes qui sont des contraintes techniques sur l'exposition de la donnée. Et pas seulement la menace finalement de l'exécution de la clause. Donc aujourd'hui, on a cette tentative de faire converger le référentiel européen, c'est ce qui a été dit, notamment les travaux sous l'égide de l'ENISA, auxquels on contribue tous en ce qui nous concerne. On peut observer, il y a une annonce ce matin intéressante, au cas où vous l'auriez manqué, qui était celle de Google et Deutsche Telekom, qui annonce un partenariat en Allemagne pour construire un GovCloud, finalement, pour l'État fédéral, ce qui est intéressant, ce qui fait écho à d'autres déclarations qu'on a eues ailleurs en Europe. On observe en fait la tentation d'apporter une réponse locale, c'est-à-dire de coller en fait aux contraintes de souveraineté qui sont exprimées dans les ressorts nationaux. En fait, il faut que nous, on compose avec cela dans nos efforts de concertation au niveau européen. L'enjeu pour nous, c'est d'offrir un terrain de jeu de taille critique, je me tourne vers OVH, à nos champions européens, de sorte qu'eux, justement, n'aient pas à offrir une solution particulière par État. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils aient un terrain de jeu européen. Voilà. Et ça, on peut observer, enfin, on peut interpréter, on peut être tenté d'interpréter les annonces comme celle de ce matin comme des choses qui sont à traiter sur cette voie-là. Merci. On voit qu'on va de plus en plus vers l'interopérabilité. Peut-être Laurent, de façon peut-être autant que possible plus concrète. Aujourd'hui, on est en capacité technologique de le faire. On a des solutions qui permettent d'aller vers ça. Alors, pour ouvrir un petit peu une perspective sur l'ensemble des solutions et ce que la technologie nous permet maintenant en termes d'ouverture à des choix multiples, nous étions jusqu'à présent dans des modèles qui étaient relativement simples, que l'on classait dans deux catégories. D'un côté, quelques grands hyperscalers, et de l'autre côté, des acteurs locaux de taille beaucoup plus petite, vis-à-vis desquels il y avait un certain nombre de questions. Oui, mais est-ce que j'ai la taille critique? Est-ce qu'il y a une fiabilité en fonction des acteurs dans les différents pays que je pourrais choisir? Je vais me retrouver isolé avec un acteur peut-être qui ne va pas évoluer comme je le souhaite. Donc voilà, il y avait une certaine simplification du choix entre des très grands et puis des petits, des moyens. OVH faisant partie des quelques intermédiaires, mais dans une dimension européenne, mais le choix, pour simplifier, était un petit ou un très grand. Et en fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que le fait d'avoir mis en place des plateformes de socle technique permettant les échanges à travers ces hybridations, ces connectivités entre l'existant et le nouveau, eh bien, ces plateformes technologiques permettent aussi d'avoir une connexion directe entre les fournisseurs de plus petite taille. Chez VMware, on a 120 partenaires en Europe qui délivrent des services en Suède, en Espagne, en Italie, en Suisse et en France. Eh bien, si on les connecte les uns aux autres par les outils existants, on arrive à trouver un modèle alternatif que je vais appeler distribué. Et ça, c'est une ouverture nouvelle que l'on peut commencer à mettre en œuvre, c'est opérationnel, qui permet de considérer finalement une répartition de la charge en mode actif-actif entre plusieurs fournisseurs qui, ensemble, délivrent une capacité qui est quand même très importante. Si on prend dans un schéma, par exemple, franco-allemand, une connexion entre un T-System et OVH, vous avez une puissance de tir qui est considérable. Et donc, vous avez une capacité à partir de ce moment-là. Imaginez une répartition de vos applications, de vos données, dans une interopérabilité continue,
puisque là, on va être dans un mode actif-actif entre plusieurs acteurs, et c'est opérationnel. Alors, chez VMware, on va sortir une communication là-dessus fin septembre, mais c'est un schéma alternatif qui vient compléter et certainement simplifier un certain nombre de besoins qu'on a vus ces derniers temps autour de ces problématiques de souveraineté, mais de souveraineté avec des besoins de puissance, avec des contraintes géographiques, avec un certain nombre de critères sur lesquels le modèle distribué va apporter un certain nombre de solutions complémentaires. Merci. On parle du coup pas mal d'interopérabilité des infrastructures. Après, aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'on a une explosion de données. On voit aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de capter ces données. Est-ce qu'on n'a pas un enjeu aussi important, voire plus important, sur l'interopérabilité des données ? Oui. Donc, juste pour répondre à cette question rapidement, parce qu'effectivement, pour se laisser le temps d'avoir des questions-réponses dans la salle, la souveraineté, c'est quoi ? Il y a 3 leviers. Il y a le légal, le technologique et l'économique. Légal, ça veut dire de maîtriser le cadre juridique qui s'applique à soi, donc quel que soit le soi, si c'est un État, une entreprise, etc. Il y a le technologique, est-ce qu'on maîtrise la stack technologique ? Et là, il y a différentes manières, effectivement, de la maîtriser. Est-ce qu'on produit tout localement ? Ou est-ce qu'on a les conditions nécessaires pour assembler des briques et avoir l'environnement de confiance suffisant pour le maîtriser sans forcément produire soi-même ? Et le troisième élément, c'est l'économique. Et c'est ce que disait Vincent un peu tout à l'heure. Il faut avoir des acteurs de taille suffisante pour porter la souveraineté sur le plan économique. Et ce que disait Vincent tout à l'heure il faut avoir un marché européen pour les acteurs européens, par exemple. Donc il y a ces trois conditions-là. Et pour répondre à la question sur le sujet de l'explosion des données, ça veut dire que pour maîtriser la valeur ajoutée qui est issue du partage de données, il faut aussi avoir ces leviers-là. Donc il faut avoir un marché européen, il faut avoir des acteurs qui soient capables de le porter, et ça, il faut être capable de le cristalliser. Et donc il y a ces 3 leviers à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'un projet comme Gaia-X est si important, parce qu'effectivement l'interopérabilité est au cœur de la création de valeur. Et aujourd'hui, 90% de la création de valeur sur les données européennes, sort de l'Europe. Elle est captée ailleurs, cette valeur ajoutée. La question qu'on essaie de résoudre dans Gaia-X, c'est de dire comment on facilite les échanges. Et donc, pour faciliter les échanges, il faut de l'interopérabilité. Et donc, comment on crée de la valeur et comment on change le barycentre pour qu'effectivement, on soit plus à du 90-10. Alors, on ne va pas rentrer dans du 10-90, mais comment on passe de 90-10 à 70-30 ou à 50-50. Je vais juste prendre un exemple pour terminer, pour rendre la chose un peu opérante. Si on prend le sujet de l'agriculture et on prend l'explosion des données, par exemple les données agricoles, vous avez des fabricants de matériel agricole, de tracteurs par exemple, qui vont aller capter de la donnée, des données qui sont en fait les données locales des agriculteurs. Ces données-là, ils se les approprient. C'est eux qui vont finalement, pour utiliser ces données, les agriculteurs vont devoir payer. Éventuellement, un jour, ils n'y auront plus accès à ces données capitalisées. Et donc là, on voit bien que le sujet d'imposer l'interopérabilité, donc de récupérer les données et de pouvoir les utiliser dans un autre système, donc ce n'est pas juste de la portabilité, mais c'est aussi finalement de pouvoir utiliser plusieurs systèmes de manière concomitante, c'est un élément essentiel de souveraineté, quel que soit le secteur d'activité. On parle du gouvernement, on parle de la défense, on parle de l'aéronautique, mais des choses comme l'agriculture sont tout aussi essentielles. Merci. Il nous reste quelques minutes. On va essayer éventuellement de prendre quelques questions dans la salle ou à distance. Je ne sais pas. Allez, il faut qu'il y ait une personne qui se lance pour qu'il y en ait d'autres par la suite. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais finalement quels étaient... Pardon. Je me demandais quels étaient les impacts de Schrems 2 finalement sur le cloud. Merci. Alors, c'est une excellente question. J'ai compris que M. Schrems était aujourd'hui à Lille, donc je vais aller l'écouter tout à l'heure. En un mot, l'enjeu de Schrems 2, c'est qu'en réalité, la Cour européenne de justice
a décidé qu'il n'était pas possible de se fier exclusivement à la compliance opérée directement par les fournisseurs de cloud et qu'il fallait donc s'assurer que les données étaient contrôlées directement par des Européens. Ce qui a mis l'ensemble de la profession dans une difficulté significative puisque toute utilisation qui est faite des clouds américains ou chinois aujourd'hui est par conséquent illégale. Et ce qui est plus grave, c'est qu'en réalité, nous n'avons aucune idée du temps que ça va prendre pour que tout ceci se normalise. Donc, aujourd'hui, on est dans une espèce de vide juridique extrêmement préoccupant. Et si j'avais à le résumer, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais le début de 6P a été de dire qu'il est indispensable que les données européennes soient stockées et processées sur le sol européen, comme le disait Vincent, pour que si les gens ne respectent pas ce qu'on veut, on puisse envoyer la police couper le courant du centre de calcul. Ça, tout le monde a compris comment ça marchait. En revanche, beaucoup plus difficile est le fait d'imposer que les données aient un parcours garanti. Et parmi les membres de Gaia-X, un certain nombre nous demandent d'inventer un label Schrems 2 qui garantirait que les données sont stockées et processées en Europe, ça on sait faire, mais aussi qu'aucune donnée, si elle est sensible, ne peut aller faire un petit tour par la Corée du Nord ou par l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse technique. Juste pour compléter ce point, on passe la parole à Vincent. En fait, on est typiquement là dans un sujet de conflit d'extraterritorialité des régulations. On a des législations en dehors de l'Europe qui vont avoir un impact en Europe, parce qu'on a des législations américaines ou chinoises qui disent il faut pouvoir accéder à des données qui sont en Europe si le fournisseur est américain ou s'il a des opérations aux États-Unis, par exemple. Et de l'autre côté, le règlement général sur la protection des données, lui aussi, c'est aussi une législation extraterritoriale puisqu'elle s'applique à partir du moment où ça concerne les données des Européens. Et donc ça peut s'appliquer, y compris au Japon ou en Australie, si on traite des données des Européens. Et donc là, en fait, le problème que ça soulève, si on prend un peu de hauteur là-dessus, c'est qu'on a une multiplication des régulations extraterritoriales qui viennent en conflit les unes avec les autres. Et ça, c'est entre guillemets, malheureusement, il n'y a qu'une résolution internationale, multilatérale, qui pourrait traiter ce sujet-là. Et aujourd'hui, à très court terme, on ne voit pas la solution arriver de ce côté-là pour l'instant. Pour compléter, quand on a travaillé avec nos collègues de la CNIL, et notamment quand on a travaillé sur le concept de cloud de confiance, c'est la réponse en fait à la fin du Privacy Shield. Parce que de manière pratique, et même on pouvait se poser la question, est-ce qu'on restait en potentiel conflit de normes avec le Privacy Shield, on a répondu avec le cloud de confiance, donc Secnum Cloud, immunité, etc., pour justement répondre à ça. Et ce sont des critères qu'on active au moment de choisir son cloud, notamment avec les outils de marché manipulés par l'État. Voilà. Mais la réponse est effectivement, on est dans un entre-deux, que ce soit au niveau de la Commission, au niveau de la CNIL, on est aujourd'hui que sur des drafts. On ne sait pas de quel côté va tomber la tartine. Et on a répondu, nous, pour protéger nos données avec le cloud de confiance. Peut-être s'il y a une autre question, il nous reste 1 minute. Pour revenir, puisqu'on n'a pas de questions qui viennent, sachez que les Suisses qui ont une certaine sensibilité sur le fait que des données financières ne quittent pas leur territoire, je pense que chacun comprendra pourquoi, sont en train de faire une expérimentation pilote actuellement avec le protocole SCION, S-C-I-O-N, qui garantit que le chemin que prennent les données par Internet peut être déterminé à l'avance. Donc si on avait à la fois stockage des données et traitement des données sur le sol européen et protocole SCION, on commencerait à avoir un début de réponse à la question de Schrems 2. Encore faut-il, pour que ça marche, que des opérateurs acceptent de mettre en œuvre SCION, ce qui est le cas en Suisse dans cette expérience pilote. Juste un mot sur... J'allais dire, je pense que c'est ça, peut-être pour conclure aussi sur ce sujet-là.
Il y a un sujet d'extraterritorialité des régulations parce qu'effectivement, la manière de voir son rôle n'est pas le même. Et par exemple, le sujet Homeland Security est plus fort aux États-Unis et le sujet que le sujet Data Protection. Et en Europe, c'est peut-être un peu différent et la balance n'est pas exactement la même. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, c'est compliqué de le résoudre. Mais à ça, il faut rajouter autre chose. C'est que dans les échanges internationaux de l'Europe avec ses partenaires commerciaux, il y a aussi besoin d'échanges de données. La question, c'est comment ça se passe. Ça fait partie aussi des négociations commerciales. Donc, les services qui sont en charge de la négociation commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne pour les États membres, apportent une vision, parce que c'est de la négociation où effectivement on va faire des choses sur les données, mais on va aussi le faire sur les quotas, sur l'agriculture, sur tout un tas d'autres services ou d'autres secteurs d'activité. Donc va porter une vision là-dessus. Ou en interne, j'allais dire, on a une vision peut-être juridique de protection à apporter. Et ça aussi, ça vient en conflit, y compris en interne en Europe, donc au sein même de la Commission européenne. Donc on est dans un sujet qui est relativement complexe. Et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, elle a le mérite de clarifier qu'il y a un problème à résoudre. Donc maintenant, il faut le résoudre. Ah, si, il y a on va prendre peut-être la dernière question du monsieur là-bas, et après on va clôturer. Alors, c'est une question peut-être de rue. Est-ce que vous pensez par rapport au Health Data Hub que l'interopérabilité peut être une limite? Parce que vous parlez de stocker aussi par rapport aux lois européennes, mais on parle quand même dans le cas du Data Hub de données françaises. Est-ce que vous pensez que ça peut être justement une limite et qu'on doit forcément travailler avec d'autres pays étrangers et européens plutôt que stocker en France? Alors, j'imagine que la question est pour moi, mais je ne suis pas sûr. Alors, les données, alors déjà, là, elles sont stockées je crois qu'elles sont stockées en France, mais sur la nature de alors, sans rentrer, parce que c'est un dossier qui est assez technique, puis on a aussi regardé très près les décisions du Conseil d'État, etc. Enfin, on suit évidemment le truc sur toute la chaîne. Si on est strictement sur le plan du droit, sur la nature de la donnée, etc., il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que les données sensibles, elles sont chez DocaPost, elles ne sont pas chez Microsoft, etc., etc. Et de ce point de vue-là, la plus grande valeur et le plus grand risque, s'il devait y en avoir un, et ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de données, ça serait sur le fait que les données soient exfiltrées une par une vers les États-Unis pour que les acteurs américains fassent de la valeur avant les startups françaises ou avant les labos de recherche, etc. Donc voilà. Maintenant, il ne nous a pas échappé qu'il y avait un sujet plus politique sur oulala, les données des Français sont manipulées par les Américains. WhatsApp, ah non, pas WhatsApp. Insta, non, pas Insta. Ah oui, le Health Data Hub. Et là, la question qui se posait, c'est quelles seraient les conditions à réunir pour que, quelque part, un objet aussi compliqué que le Health Data Hub puisse être monté rapidement et fonctionner sur des technologies qui soient 100% européennes et qui soient irréprochables de ce point de vue-là. La stratégie nationale pour le cloud, elle a été construite en réponse aussi à la question du Health Data Hub. C'est-à-dire que, et ça, moi, je suis très à l'aise là-dessus pour dire que ça aurait été extrêmement compliqué. Je pense que mes camarades maintenant le reconnaissent. Ça aurait été très compliqué de construire sur des technos 100% françaises le Health Data Hub tel que dans les conditions où ça a été fait. Et que la vraie bonne question, c'est comment rendre ça possible. Et ça, par contre, on travaille dessus. Donc et ça a été, enfin je le dis parce que ça a été annoncé par les ministres, donc on n'a pas de souci là-dessus. La question, c'est comment trouver un cadre irréprochable du point de vue de la souveraineté, même s'il n'y a pas eu de décision qui faisait des reproches, c'est plutôt traiter le sujet politique. Il faut qu'on soit capable, en France, de traiter le Health Data Hub. Et ça, c'est vraiment nos efforts sont dirigés là-dessus. Voilà. Juste comme tu m'as
tu t'y es adressé à moi, je me permets juste de répondre sur le point du fait que ce serait extrêmement difficile de construire ça sur les technologies françaises. Le sujet est, si on avait eu un cahier des charges, on aurait peut-être pu l'évaluer. Alors, non, mais ça c'est... pardon, si on peut me remettre le son, merci. La question du cahier des charges, si vous faites du cloud, on n'aura pas forcément un cahier des charges sur les questions des couches d'infra. C'est-à-dire que... je dis ça parce que les marchés dont on a doté en fait les administrations pour accéder au cloud, c'est l'idée et c'est conforme au virage qu'on veut prendre, c'est-à-dire que vous prenez une petite équipe de dev, vous leur permettez d'accéder en fait à l'ensemble du catalogue des fournisseurs de cloud avec un accès direct aux API, et puis ils développent du produit par incrément, etc. Donc cette idée de faire un cahier des charges complexe, là on peut repartir pour 2 heures. Donc, mais sans vous, rassurez-vous. Non, mais juste pour dire, voilà, juste là-dessus, c'est effectivement quand on nous dit on ne peut pas le faire, mais on dit mais qu'est-ce que vous pouvez pas faire et qu'on n'a pas de réponse, on ne sait pas. On a répondu du coup. Bon, on va peut-être clore le sujet parce qu'on dévie un peu du thème initial. Mais après, au-delà de ça, je pense une autre réponse de ce qui était dit, c'est que ce qui est dans le Health Data Hub n'est pas à disposition de tous. Hein, c'est encadré, bien évidemment. Du coup, merci en tout cas aux gens dans la salle du coup d'avoir été présents. Merci aux 4 intervenants qui étaient avec moi ce midi, en début d'après-midi. Et du coup, bonne suite d'après-midi à tous. Au revoir.